Bonjour à tous. Quand on pense au Festival de Cannes, on imagine tout de suite le glamour, les stars qui montent les marches, les flashs des photographes, bref, toute cette image de rêve. Mais si on grattait un peu le vernis, derrière cette façade qui brille, il y a une histoire incroyable, une histoire de politique, de résistance et de pouvoir. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce véritable monument du cinéma pour voir ce qui se cache vraiment derrière les paillettes et comprendre son influence réelle. Et pour ça, on va partir d'une question centrale. Comment un projet qui à la base était un acte de résistance face au régime fasciste a pu se transformer en quelques décennies pour devenir le plus grand rendez-vous du cinéma mondial? C'est ce voyage assez fou qu'on va faire, en partant de ses origines politiques pour arriver à son statut d'icône aujourd'hui. Alors, commençons par le tout début. Pour comprendre Cannes, il faut absolument revenir à la fin des années 30. L'Europe est sous très haute tension, et le cinéma, loin d'être un simple divertissement, est devenu un véritable champ de bataille idéologique. Tout part de cette idée, créer un festival du monde libre. En 1938, le seul grand festival international, c'est la Mostra de Venise, en Italie. Le gros problème, c'est que l'événement est complètement sous la coupe de Mussolini et d'Hitler. C'est Joseph Goebbels, le chef de la propagande nazie, qui tire les ficelles. La qualité artistique des films, on s'en fiche un peu, ce qui compte, c'est que les films récompensés servent l'idéologie fasciste et nazie. Face à ça, l'idée d'un contre-festival, un espace de liberté, commence à faire son chemin. L'initiative vient d'un groupe de Français, avec à sa tête le diplomate et historien Philippe Erlanger. Ils sont littéralement scandalisés par ce qu'ils ont vu à Venise. Ils décident donc de proposer leur idée à Jean Zay, qui est à l'époque le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du gouvernement du Front populaire. Le projet séduit tout de suite et il est immédiatement soutenu par les Américains et les Britanniques, qui de leur côté boycottaient déjà la Mostra. L'objectif était limpide, créer une compétition juste, basée sur le talent et l'art, et non sur la propagande politique. Et là, tout s'accélère. Après une petite compétition avec Biarritz, c'est finalement Cannes qui est choisi en mai 1939. Notamment parce que la ville s'engage à construire un palais rien que pour le festival. Pendant l'été, tout le monde s'active. La Metro-Goldwyn-Mayer, le grand studio hollywoodien, affrète carrément un paquebot pour amener ses plus grandes stars. Gary Cooper, Tyrone Power, l'ambiance est à la fête. Sauf que, le 1er septembre 1939, le jour même où le festival devait s'ouvrir, l'histoire reprend ses droits. L'Allemagne envahit la Pologne, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale et le festival est annulé, là sur le champ. Il n'y aura eu qu'une seule projection, en privé, le film Quasimodo. Le rêve est brutalement mis en pause. Il faudra donc attendre la fin de la guerre pour que ce projet puisse enfin voir le jour. Dans cette deuxième partie, on va voir comment le festival a non seulement survécu, mais est devenu une institution culturelle incontournable qui a su évoluer avec son temps. On est en septembre 1946, 7 ans après la tentative ratée. Le festival a enfin lieu. L'ambiance est vraiment particulière. La France est en pleine reconstruction, il y a des pénuries de tout, même de pellicules pour les films, mais il y a surtout une envie immense de fêter le retour de la liberté, de célébrer les premiers films libres, ceux qui ont été produits après des années de censure. D'ailleurs, le film La bataille du rail de René Clément, qui raconte la résistance des cheminots, symbolise parfaitement cet état d'esprit. Les années 50 et 60, ce sont les années fondatrices, là où l'identité de Cannes se forge. D'abord, un changement de date stratégique. En 1951, on déplace le festival au printemps pour ne plus être en concurrence frontale avec Venise. Ensuite, en 1955, on crée un trophée qui va devenir mythique, la Palme d'Or, qui remplace l'ancien Grand Prix. Mais la vraie révolution, elle arrive en 1959 avec la création du marché du film. Ça transforme Cannes en une gigantesque plateforme d'affaires. Et pour ne pas oublier sa mission de découverte, la Semaine de la critique est lancée en 1962 pour repérer les nouveaux réalisateurs. Brique par brique, le Cannes que l'on connaît se construit. Et puis, arrive le séisme de mai 68. La vague de contestation qui secoue la France déferle sur la croisette. Des cinéastes de la nouvelle vague, avec François Truffaut et Jean-Luc Godard en tête, débarquent et appellent à l'arrêt du festival. Ils protestent contre le renvoi d'Henri Langlois, le patron de la Cinémathèque, et surtout, ils se déclarent solidaires des étudiants et des ouvriers en grève. La pression est telle que les organisateurs finissent par céder, le festival est interrompu en plein milieu. C'est un moment clé. Et de cette révolte naîtra, dès l'année suivante, la quinzaine des réalisateurs, une section parallèle, indépendante, dont le but est de montrer un cinéma en liberté. Bon, on a vu l'histoire, passons maintenant à la structure. Pour vraiment saisir ce qu'est Cannes aujourd'hui, il faut un peu décortiquer sa mécanique, une machine complexe qui doit faire cohabiter l'art, le business et le prestige. Ce qui est passionnant avec Cannes, c'est qu'il y a vraiment deux festivals en un. Il y a le visage que tout le monde connaît,
Le tapis rouge, la fameuse montée des 24 marches de la gloire, une vitrine médiatique absolument phénoménale. Et puis, il y a la face cachée, le côté business, qui est tout aussi crucial, le marché du film. C'est tout simplement le plus grand rendez-vous mondial de l'industrie du cinéma. Plus de 11 000 professionnels viennent du monde entier pour acheter, vendre et financer des films. Sans ce marché, le festival n'aurait pas du tout la même puissance. Le cœur du réacteur, c'est ce qu'on appelle la sélection officielle. C'est là que sont montrés les films les plus prestigieux. Et le travail pour y arriver est juste titanesque. Il faut s'imaginer que chaque année, les comités de sélection regardent plus de 4000 longs métrages pour n'en garder qu'une petite cinquantaine. C'est cette exigence, cette sélection ultra sévère, qui donne au festival tout son prestige. Alors, cette fameuse sélection officielle est elle-même divisée en plusieurs parties. Tout en haut de la pyramide, il y a la compétition. C'est la cour des grands, là où une vingtaine de films se battent pour la Palme d'Or. Juste à côté, on a la section Un certain regard, qui met en lumière des films plus originaux, plus audacieux dans leur forme. Ensuite, la section hors compétition accueille les grosses productions, les blockbusters américains ou les films très attendus qui viennent faire leur gala. Et enfin, on n'oublie pas les talents de demain avec une compétition dédiée aux courts-métrages. Mais attention, à côté de cette sélection officielle, il y a aussi ce qu'on appelle les sections parallèles. La grande différence, c'est qu'elles sont indépendantes. Elles ne sont pas organisées par le festival lui-même. On a par exemple la Semaine de la critique, la plus ancienne, qui est gérée par le syndicat des critiques et qui se spécialise dans la découverte de premier et deuxième films. Et on a la Quinzaine des cinéastes, l'héritière directe de mai 68, qui est organisée par la Société des réalisateurs de films et qui propose une programmation souvent plus libre et audacieuse. Parlons maintenant du symbole suprême de Cannes, l'objet de tous les désirs, la Palme d'Or. Gagner ce trophée, ce n'est pas juste un prix de plus, c'est une véritable consécration. Ça peut littéralement changer une vie et une carrière. Chaque année, un jury de professionnels du cinéma, présidé par une grande personnalité, doit décerner plusieurs prix. Au sommet, il y a la Palme d'Or, la récompense absolue pour le meilleur film. Juste en dessous, on trouve le Grand Prix, qui est un peu comme la médaille d'argent, un prix extrêmement prestigieux. Il y a aussi le prix du jury, qui récompense souvent un film plus singulier, un coup de cœur. Et bien sûr, on a les prix qui récompensent les métiers du cinéma, la mise en scène, le scénario, et les prix d'interprétation pour les acteurs et les actrices. Ce tableau résume très bien ce qu'on appelle l'effet Cannes. Déjà, le simple fait d'être sélectionné, c'est une exposition médiatique mondiale assurée. Si on repart avec le Grand Prix ou le prix du jury, c'est comme un label de qualité qui garantit un succès critique et aide énormément pour que le film soit vendu partout. Mais alors la Palme d'Or, c'est le jackpot. Ça offre une renommée internationale, une distribution quasi garantie dans le monde entier et ça peut faire exploser le nombre d'entrées en salle. C'est un accélérateur de carrière absolument unique. Pour finir, regardons un peu l'envers du décor. Parce que le Festival de Cannes, ce n'est pas juste de l'art. C'est aussi une énorme machine économique et une plateforme où se cristallisent les grands débats de notre société. Pour comprendre le pouvoir de Cannes, il faut parler chiffres. 20 millions d'euros. Voilà le budget annuel du festival. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vient cet argent. La moitié vient de fonds publics, ministère de la Culture, Ville de Cannes, et l'autre moitié vient de sponsors privés, des grandes marques de luxe par exemple. C'est cette double identité entre service public de la culture et événement commercial qui est au cœur de son fonctionnement et de son influence. Maintenant, un autre chiffre qui a fait beaucoup plus de bruit, 82. Ça ne semble rien comme ça, mais ce chiffre a eu l'effet d'une bombe. C'est le nombre total de films réalisés par des femmes qui ont été admis en sélection officielle en 71 ans d'histoire du festival. Un chiffre minuscule qui a servi de détonateur à une prise de conscience mondiale sur la place des femmes dans le cinéma. Et ce graphique, il rend les choses encore plus claires, plus brutales. En face de ces 82 réalisatrices, on trouve, sur la même période, 1866 réalisateurs. Le déséquilibre est flagrant. C'est ce constat qui a mené à cette fameuse montée des marches en 2018 où 82 femmes du cinéma, menées par Cate Blanchett et Agnès Varda, ont protesté pour réclamer l'égalité. Depuis, les choses bougent, doucement, mais elles bougent. Et si on s'intéresse à la récompense suprême, la Palme d'Or, le constat est encore plus saisissant. En plus de 75 ans de festival, sur des centaines de lauréats potentiels, combien de femmes ont remporté ce prix? La réponse est 3. Seulement 3. La néo-zélandaise Jane Campion en 1993, puis il a fallu attendre 2021 pour la française Julia Ducournau et 2023 pour Justine Triet. Ce chiffre montre bien que l'accès au plus haut niveau de reconnaissance reste un combat. Aujourd'hui, Cannes doit faire face à de nombreux défis. La question de la parité, bien sûr, reste centrale.
Mais il y a aussi la concurrence d'autres festivals, comme celui de Toronto, qui est très puissant sur le marché. Il y a aussi le débat bouillant sur les plateformes de streaming, comme Netflix. Faut-il les accepter en compétition alors que leurs films ne sortent pas toujours au cinéma? Et enfin, le défi de toujours, comment faire pour rester un grand festival de découverte de cinéma d'auteur, tout en gérant la pression commerciale et médiatique qui est de plus en plus forte. Et c'est là toute la question, cette tension permanente entre l'art et le commerce, entre la découverte de nouveaux talents et la célébration des stars, c'est finalement l'ADN même du Festival de Cannes. Il a toujours réussi à naviguer entre ces deux mondes. La manière dont il va répondre à tout ce défi aujourd'hui, c'est ce qui définira non seulement son propre avenir, mais aussi une partie de l'avenir du cinéma mondial.